Aujourd'hui, on va démonter l'un des plus gros fantasmes chez les traders particuliers, on va parler des manipulations de marché. Donc tu l'as compris, aujourd'hui on va évoquer la chasse au stop loss, les institutions qui pousseraient les marchés pour sortir les particuliers, les fonds d'investissement qui enverraient des milliards de dollars sur le marché pour sortir ton SL à 1500 $. Globalement, un paquet de conneries. Alors normalement, si tu trades depuis longtemps, que tu as un peu d'expérience, tu n'as plus besoin d'accuser les fonds d'investissement qui seraient responsables de tes stop loss. Mais quand on est débutant, c'est normal, on comprend pas tout et on aime bien remettre la faute sur quelqu'un plutôt que d'assumer nos pertes. Et dans ces moments-là, c'est vrai qu'on se dit « quelqu'un a vu mon stop loss, c'est pas possible, on est juste venu chercher ma zone et le marché est reparti ». Mais quand tu es débutant, c'est souvent un problème de liquidité, tu places souvent tes stop loss justement dans les pools de liquidité, ce qui fait que le marché forcément vient chercher cette liquidité pour repartir, ce qui fait que le marché rebondit sur des zones de polarité qui font office d'aimant. Donc c'est sûr que si tu n'as pas une bonne lecture du price action, il y a de grandes chances que ce que tu prennes pour une manipulation, c'est juste une petite erreur de débutant. Donc le marché ne te chasse pas volontairement, mais on va voir quand même les quelques petites hypothèses qui pourraient faire que par moment, ta théorie est bonne. Alors, on va y aller étape par étape. La première chose à comprendre, c'est que le marché ne bouge pas contre toi personnellement. Certes, quand tu fais du trading, tu joues contre le marché. Il y a une contrepartie. Pour que tu gagnes, il y a quelqu'un qui doit perdre. Mais le marché se dit pas tiens, je vais sortir le SL de Thomas qui a mis 0,25 lots sur le Nasdaq. Enfin, ça c'est absurde. Faut juste que tu comprennes que le marché va où se trouve la liquidité. Si tu te places sur une zone psychologique, je sais pas, par exemple, le Bitcoin est à 105 000, tu mets ton stop loss sur les 100 000, le marché revient toucher le support des 100 000 et repart. Si tu t'étais placé à 98 000, peut-être que ta position aurait survécu. Maintenant, voilà, là, il n'est pas question de manipulation, il est question de liquidité. Et malheureusement, tant que tu auras cette croyance limitante de te dire « c'est la faute du marché, le marché est mauvais en ce moment, le marché est venu chercher mon stop loss », malheureusement, tu vas pas pouvoir avancer et développer des skills durables sur le long terme, puisque si quand tu fais une erreur, tu considères que c'est pas ton erreur, mais celle du marché, malheureusement, en trading, ça va pas coller. Parce qu'on est vraiment dans un domaine où il faut que tu assumes tes responsabilités. Que tu joues avec ton propre argent ou même celui d'une propre firme, à la fin de la journée, c'est toi qui es responsable des gains et des pertes. Donc la première chose à retenir, c'est que le marché ne te chasse pas toi, il chasse la liquidité. La deuxième grosse chose à retenir, c'est que les banques, ce que tu appelles les banques, donc les banques commerciales qui ont les plus grosses liquidités, ne sont pas forcément sur le marché pour spéculer comme monsieur, madame, tout le monde ou comme les fonds d'investissement. Et ça, c'est vraiment un point essentiel à comprendre que personne n'explique en ligne, mais c'est que le 3/4 des banques commerciales que tu connais ont pour objectif de se hedger, c'est-à-dire de couvrir leurs risques. C'est le 3/4 de leur activité, la couverture de risque, parce qu'elles gagnent de l'argent de plein d'autres manières, avec les dépôts, les prêts, etc. Donc elles n'ont pas besoin d'aller chercher une activité spéculative trop agressive comme tu pourrais le penser, c'est-à-dire que toi, tu vois Société Générale et tu te dis que si elle va chercher des longues sur le gold, par exemple, elle veut venir faire les ravages, le 3/4 du temps, c'est simplement une activité de couverture. Donc elles n'ont pas du tout cette même logique que toi sur les achats et les ventes. Donc si tu pars de cette logique qu'elles ont cette activité de couverture et pas de spéculation, quel intérêt elles auraient à venir chercher ton stop loss, sachant qu'on parle des banques, donc c'est elles qui détiennent les liquidités sur le marché les plus importantes. Et la troisième chose à retenir, c'est justement en lien avec ce problème de liquidité, c'est qu'une banque, elle peut pas exécuter comme ça. Elle va mettre des semaines, des mois à entrer en position parce qu'une banque, contrairement à un particulier, ne peut pas claquer des doigts et envoyer 50 milliards sur un ordre. Elle est obligée justement pour ne pas faire décaler le marché de rentrer progressivement. Donc, est-ce que encore une fois, dans cet intérêt, elle va mettre 3 mois à entrer sur un long euro-USD pour venir chercher les stop-loss ? Pas nécessairement. Sachant que pour la plupart du temps, une manipulation sur un marché, c'est justement un excès de volatilité qui vient chercher rapidement des stop-loss et qui repart. Et c'est justement ça qui fait la grosse différence de performance entre un particulier et une banque ou même un fonds d'investissement. Il ne faut pas croire que leur taille est un avantage. Justement, nous, on a beaucoup d'opportunités sur le marché et on peut profiter de beaucoup d'opportunités. Alors que les banques, justement, de par leur taille et leur capitalisation, pour aller chercher des performances correctes, elles sont obligées de rentrer progressivement et d'implémenter un budget monstrueux. Et donc, justement, c'est ça qui fait cette grosse différence de performance entre un fonds d'investissement ou une banque et un particulier.
particulier. C'est que faut pas voir la liquidité comme un avantage à ce niveau-là, mais plutôt comme un inconvénient. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir sauter sur beaucoup d'opportunités contrairement à elles. Et c'est ce qui fait qu'à la fin de l'année, elles peuvent se contenter de 10-15% parce que sur 50-100 milliards, c'est largement suffisant. Et que pour le 3/4, c'est une activité de couverture. Quant à nous qui cherchons à spéculer pour aller chercher des revenus sur le marché, donc forcément, à moins que tu aies un portefeuille exceptionnel, 10% à la fin de l'année, c'est ce que pourrait t'offrir le S&P. Enfin, si tu génères pas d'alpha, tu n'as aucun intérêt à faire du trading. Quatrième gros point à retenir, et c'est encore par rapport aux liquidités, c'est que oui, il peut arriver qu'il y ait des manipulations sur des marchés à faible capitalisation. Les meme coins, les altcoins, les petites crypto-monnaies, les small caps sur le marché des actions. Mais quand on parle des marchés du forex, quand on parle des marchés de l'or, quand on parle des indices boursiers américains, la capitalisation totale de l'actif est tellement forte que pour le manipuler comme ça, il faudrait des fonds mais énormissimes. Alors oui, des institutions comme BlackRock pourraient faire bouger le prix du Bitcoin ou encore le prix de l'or avec des gros ordres qui rentreraient dans le carnet d'ordre. Mais on va voir pourquoi c'est pas aussi simple que ça. Donc encore une fois, quand on parle de marchés qui sont capitalisés sous des trillions de dollars, est-ce qu'une institution aurait un intérêt à envoyer des milliards et des milliards de dollars pour aller faire bouger le marché, pour venir chercher des stop-loss ? Non, encore une fois, c'est absurde. Oui, ça vient chercher la liquidité et souvent les stop-loss sont sur ces zones de liquidité, mais le marché ne manipule pas comme on pourrait le penser. Donc voilà, déjà jusque-là, ce que tu dois avoir retenu, c'est que ce problème de liquidité fait que les manipulations, c'est pas aussi simple, j'espère, que ce que tu pensais en regardant cette vidéo. Maintenant, il va bien falloir trouver une solution à ce problème. Et ça va se jouer dans ton price action, c'est-à-dire de vraiment être capable de lire le prix, peut-être d'utiliser certains indicateurs qui vont te donner justement à quel endroit, comme le carnet d'ordre, le volume profile, quels flux sont présents sur le marché, à quel endroit il y a de la demande. Ça, c'est justement les outils que vont utiliser les scalpers, les day traders. Et oui, ça peut faire la différence pour ne pas tomber dans la liquidité classique que sont les traders particuliers. Mais s'il te plaît, et encore une fois, c'est ma conviction personnelle, ne viens pas me parler des stratégies de SMC, de ICT, etc. qui traitent comme les banques ou qui justement traitent la liquidité. Je ne suis pas contre. À partir du moment où les gens sont capables de me prouver qu'ils sont rentables sur plusieurs années avec ça, c'est rarement le cas. Mais moi, je pars du principe que toute stratégie de trading est bonne si elle vous fait gagner de l'argent. Mais à titre personnel et avec l'expérience que j'ai sur le marché, je considère que c'est surtout des stratégies marketing qui, au final, encore une fois, ne se basent que sur les concepts de price action. Donc, si c'est une stratégie que tu trades ou que tu as envie de trader, renseigne-toi bien et essaie d'être le plus objectif possible. Maintenant, jusqu'ici, tu n'es peut-être pas encore totalement d'accord avec ce que je dis. Peut-être que tu as une expérience vraiment particulière avec une fois où tu es persuadé que le marché a été manipulé, est venu de sortir et est reparti. Peut-être que tu as même gardé la capture d'écran et que tu es prêt à la mettre en commentaire pour m'insulter, à me dire que ce que je raconte, c'est un ramassis de conneries. Et je vais te dire que tu as raison. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose qui existe au niveau des manipulations. Et là, ça relève du domaine des brokers ou encore des prop firmes. Pourquoi ? Parce que quand tu es un trader particulier, tu as besoin d'un intermédiaire. Que tu lèves des fonds via une prop firme ou que tu trades sur un broker, si tu es sur le marché des CFD, donc pas sur le marché réel, ton broker maîtrise le marché, reproduit le marché de toutes pièces. Mais par moment, il rajoute quelques petites pièces au bout des mèches pour venir chercher justement ton stop loss. Évidemment, je ne fais aucune accusation à aucun broker. Seule chose que je peux te dire en termes de prévention et en toute objectivité, je ne te recommanderai aucun broker, mais c'est juste de bien choisir ton broker, d'aller lire les avis Trustpilot, de bien te renseigner et en fonction de ça, d'aller travailler avec un courtier de qualité qui va t'offrir une exécution correcte et qui aura des régulations qui l'empêchera justement de manipuler les prix à sa convenance. Et sinon, quelque chose que tu peux faire aussi, c'est te tourner vers le marché des futures, qui est donc un marché sur lequel tu es sur le vrai marché live, pas sur les produits dérivés que sont les CFD, et qui va te permettre justement, via une chambre de compensation, d'avoir l'exécution parfaite au niveau du prix. Donc tu l'as compris, plutôt que d'accuser le marché par moment, c'est plutôt ton broker que tu devrais accuser si tu considères qu'il y a des vraies manipulations. Tu peux faire des choses en ce sens, ça arrive aussi qu'il y ait des erreurs d'exécution de la part du broker. Tu peux juste prendre une capture d'écran, ouvrir un ticket et puis le contacter pour lui demander justement réparation pour le préjudice subi. Par moment, ça peut te causer des pertes. Certains brokers douteux ne donneront jamais réparation, évidemment, mais certains brokers de qualité te rembourseront ta perte puisque ça fait partie des accords de réglementation
réglementation au niveau des brokers. Mais donc, si je te dis de bien choisir, c'est parce que le trading, c'est déjà suffisamment difficile. Si en plus tu joues contre ton broker et contre le marché, tu réduis tes chances drastiquement de gagner. Mais du coup, tu vas me dire, ok, très bien, le broker manipule les prix, mais de quelle manière? Et c'est là où, si tu n'es pas familier avec le mécanisme de spread et de slippage, je t'invite sincèrement à aller te renseigner. Le spread, c'est justement l'écart que tu vas avoir entre l'offre et la demande avant d'exécuter sur le marché. Le slippage, globalement, c'est par exemple si tu es en achat sur le gold à 14h30 et qu'il y a une annonce qui sort, tu exécutes ton achat à ce moment-là, il se peut que si tu comptais exécuter par exemple à 4800, tu sois exécuté à 4802 ou 4803. Ça, c'est justement le slippage. Et c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte parce que parfois, c'est même pas la faute du broker, c'est juste la faute de la volatilité au moment où tu veux exécuter ton ordre. Bon, je t'ai globalement résumé ces deux notions. Évidemment, il y a plein d'autres choses à en dire. Si tu es débutant, ça te donnera déjà les bases. Et puis, si tu es plus approfondi, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire si besoin ou à te renseigner sur le sujet, ce que je te recommande vivement de faire. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur justement cette croyance limitante en trading qui t'empêche en fait de progresser parce que comme je te disais plus tôt, le fait de toujours trouver la responsabilité de quelqu'un d'autre à tes échecs ou à tes pertes, que ce soit en trading ou dans la vie, ça t'empêche d'avancer et je trouve que vraiment sur les réseaux, c'est une problématique commune que tout le monde ressort. Évidemment, ça peut arriver, certaines manipulations, mais il faut que tu prennes en compte une chose, c'est que dans tous les cas, que tu sois content ou que tu sois pas content, ces manipulations, elles seront là. Donc si tu prends pas les bons réflexes, à savoir quand analyser ou placer correctement tes ordres, quand ne pas exécuter à cause de la volatilité, tant que tu maîtrises pas bien ces choses-là, malheureusement, tu pourras dire autant de fois que tu veux que c'est la faute du marché ou de la faute des manipulations, ton trading il va pas progresser. Et donc la prochaine fois que tu as envie de te dire que c'est de la faute d'une institution qui est venue chercher ton stop loss, dis-toi plutôt que c'est peut-être toi qui avais mal placé ton stop loss et que tu vas corriger cette erreur pour la prochaine fois. Et donc pour conclure, non, les grandes banques commerciales ne cherchent pas les stop loss des particuliers. C'est exactement ces valeurs très objectives et rationnelles qu'on partage au sein de la communauté Apogée. Donc si tu as envie d'approfondir un petit peu ces notions, que tu as envie de professionnaliser ton trading comme tu pourrais le faire si tu pensais dans une carrière en institution, mais de manière vraiment très simple et vulgarisée, je te rassure, on n'est pas là pour te transformer en trader de Wall Street. Mais par contre, je suis sûr qu'on a de belles choses à t'apporter quand je vois toutes les conneries qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Mais ça te permettra d'éviter de tomber dans ces erreurs de débutant et justement d'adopter la même méthodologie que tu pourrais retrouver dans un fonds d'investissement par exemple. Sur ce, je te souhaite bon courage dans ton trading et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.